Nous avons eu l'occasion, dès l'introduction, mais plus précisément dans la première partie intitulée « La citoyenneté de la notion au concept », à travers le sous-titre donc « Approche ethno-sociologique », d'évoquer les enjeux, non seulement pour la réalité sociale, pour l'action, mais aussi et surtout les enjeux pour la connaissance de la conceptualisation, c'est-à-dire la nécessité impérieuse de bâtir des concepts, des outils d'analyse pour interroger la réalité sociale, la réalité politique, et pour lui en proposer un sens. Un sens, pour le coup ici, donc, sociologique. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie du cours, intitulée « Décor théorique et schéma conceptuel en sociologie politique ». En effet, nous avons vu très tôt, dans le premier point de l'enseignement, qu'il fallait traiter d'une question complexe, celle de la citoyenneté, qu'il fallait traiter de cette question non pas uniquement pour vous informer et donc participer à votre information, mais pour vous former, à savoir donc participer à votre réelle formation. La formation, effectivement, est plus fatigante, aussi bien d'ailleurs, en principe en tout cas, pour les formateurs que pour les formés. La formation ne peut être, à mon sens, qu'interactive et non uniquement passive, à la différence, la plupart du temps, de l'information. Elle fait passer, la formation, l'être avant le paraître. De ce fait, je le redis ici, maintenant, elle privilégie l'écrit, comme on l'a dit précédemment, qui rend effectivement possible l'objectivation. Elle privilégie l'écrit à l'oral, qui, la plupart du temps, enferme dans des relations de type psycho-affectif. Et la formation permet ainsi, contrairement à la simple information, qui est au mieux ludique ou utile pour certaines décisions, la formation permet l'intériorisation d'un savoir et l'accès à une réelle autonomie de pensée et à terme au pouvoir et donc à la citoyenneté, concept au cœur de la sociologie politique. Rappelez-vous l'équation, le pouvoir égale le savoir, c'est-à-dire que le pouvoir renvoie au savoir et le savoir renvoie au pouvoir. On comprend donc aisément que tout acte pédagogique est aussi, de fait, un acte politique, au sens grec du terme, bien entendu. La sociologie diffère des autres sciences, au moins sur un point. On exige d'elle, le plus souvent, une accessibilité, et l'on ne demande pas cette accessibilité à la physique, à la chimie, ou même à la philosophie. Je ne devrais donc pas avoir besoin de rappeler qu'aucune science n'engage des enjeux sociaux aussi évidemment que la sociologie. D'où, précisément, la difficulté particulière de la transmission des connaissances sociologiques. Connaissances sociologiques, scientifiques, ou en tout cas à prétention scientifique, connaissances sociologiques qui tendent à s'opposer à la connaissance spontanée, et j'oserais dire à la sociologie spontanée des acteurs.
et notamment des auditeurs ou des interlocuteurs, des étudiants par exemple. Alors, pour commencer cette deuxième partie, consacrée au décor théorique et au schéma conceptuel en sociologie politique, 4 séries de remarques. Premièrement, la culture. La culture est d'abord une construction sociale. La culture n'est jamais un donné, n'est jamais un état, ni même un service clos ou une tradition à conserver. La culture est en renouvellement constant. Elle permet de garder les frontières d'une collectivité particulière. Il s'agit donc d'un concept scientifique, le concept de culture, c'est-à-dire à la fois descriptif et non normatif. Concept qui permet d'interroger, d'analyser et d'interpréter la réalité sociale. La culture n'est donc, pour reprendre le préalable évoqué lors de l'introduction, la culture ne doit être ni un simple mot, ni même une notion, mais érigée en concept. En tant que partisan de l'approche sociologique proposée par le fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim, je ne peux que rappeler que la culture est un fait social. Elle doit être traitée comme une chose en tant que fait social, à travers, effectivement, toutes les dimensions évoquées précédemment de l'extériorité, de contrainte et d'intériorisation. Et bien entendu, la culture n'est pas un fait social total, un fait social anodin, c'est un fait social total, pour reprendre le mot défini en introduction, à savoir que le fait social total engage la quadruple dimension, l'économie, le politique, la technique, ou le technique plus précisément, et bien entendu la dimension symbolique. Deuxième point, un terme aujourd'hui très usité, très utilisé, notamment dans les médias et par les médias et dans la vie publique, dans la vie sociale, dans la vie politique, c'est le terme de multiculturalisme. Le multiculturalisme, le qualificatif multiculturel, renvoie donc à une notion, et cette notion semble pouvoir être définie par 2 représentations, 2 types de réalités sociales qui me semblent, de mon point de vue, l'une et l'autre, opposées à l'idée que l'on peut se faire de la démocratie, en tout cas de la démocratie à la française. Premier point, première représentation, c'est celle que l'on trouve outre-Atlantique, celle des États-Unis, société pluriculturelle basée sur l'autonomie des communautés, communautés ethniques, communautés professionnelles, en France on parle plus facilement de corporation, ou encore communautés sexuelles. Dans le cadre de la mondialisation, le multiculturalisme intéresse. Il intéresse en particulier les partisans du dogme libéral. Le multiculturalisme intéresse en effet les libéraux. Il s'agit de faire vendre de la culture. Et en même temps, il s'agit de vendre à ceux dont on connaît la culture. Je disais que le multiculturalisme renvoyait à 2 représentations opposées. J'ai commencé par celle des États-Unis, je voudrais passer maintenant à celle de la France,
où l'appartenance est l'identité nationale. Identité nationale qui ne reconnaît pas, ou très peu, les minorités. On repère ainsi facilement les excès et les limites des deux positions extrêmes. Il s'agit donc de refuser à la fois l'ethnicisation de la société et le droit fondamental des individus d'appartenir à plusieurs communautés. Autre point, troisième remarque de cette série, donc pour entrer dans la réflexion sur la citoyenneté à partir du concept de culture. Troisième remarque donc, au-delà des différences et des spécificités de disciplines, notamment disciplines des sciences humaines et sociales, eh bien, on ne peut que constater que les relations sociales renvoient à plusieurs types de liens. Les individus entrent dans un jeu, dans des rapports sociaux, que l'on pourrait caractériser comme étant des jeux d'identité, altérité, selon le mot de l'anthropologue, ancien président de l'École des hautes études en sciences sociales, Marc Auger. Il s'agit d'attribuer des caractéristiques à l'autre et de se voir attribuer des caractéristiques par l'autre. Je suis autant ce que je suis, ce que je voudrais être, ce que je pense être, que ce que l'autre me dit que je suis. Et l'autre est autant ce qu'il veut être, ce qu'il voudrait être, ce qu'il pense être, ce qu'il croit être, que ce que je dis qu'il est. D'où un travail permanent de ce que l'on pourrait appeler un travail de théâtralisation permanent, donc, d'acteurs qui jouent des rôles sur la scène théâtrale. En fait, pour aborder ces questions, eh bien, il s'agit non seulement de définir clairement les outils conceptuels, la culture par exemple, mais il s'agit de s'inscrire aussi dans un mode de raisonnement que j'ai appelé raisonnement hypothético-déductif. Je pose une hypothèse au sein de laquelle le concept de culture donc, est central, et à partir de l'hypothèse, autour de l'importance de la culture dans les relations sociales, pour comprendre les relations sociales, eh bien, je déduis une interprétation de la réalité. Quatrième et dernier point, quatrième et dernière remarque donc, concernant ce concept de culture, la citoyenneté renvoie aussi à un cadre institutionnel, à un cadre législatif, et donc aux institutions. Les institutions, elles sont au service de quoi? Elles sont au service de qui? Les institutions, dans une république, dans une société démocratique, sont au service des individus, sont au service de la citoyenneté, sont au service des citoyens, mais pas de n'importe quel citoyen, pas de n'importe quels individus. Les institutions sont au service aussi de la notion d'autonomie des individus et donc d'intégration des personnes. D'où la nécessité d'entretenir des relations de solidarité entre les acteurs et l'importance, au passage, du concept de réseau
de réseaux sociaux. Ne pas être inscrit dans un réseau, voire dans plusieurs réseaux, c'est prendre le risque de l'isolement et de la non-acquisition, précisément, de la culture, des normes culturelles qui permettent d'avoir un comportement adulte, c'est-à-dire indépendant et autonome, et d'occuper une place dans une société traversée par ce double conflit. Lutte des classes et lutte des places dans la société. Lutte des classes, pour reprendre le terme cher à Karl Marx et repris abondamment par le sociologue Pierre Bourdieu, et lutte des places, évoquée dans un premier temps par le sociologue Max Weber, puis commenté, repris par notamment le chef de file du courant individualiste méthodologique, qui était donc le grand sociologue Raymond Boudon. Bref, nous avons affaire à un véritable défi qui vise à rendre citoyens les acteurs sociaux. Il s'agit alors de travailler sur les représentations sociales. La représentation sociale définie comme, je cite nos collègues psychosociologues, le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique. Et là, permettez-moi de vous renvoyer à une forme de triangle conceptuel, de triptyque ou de trilogie conceptuelle. D'une part, le réel, un pôle, un angle. D'autre part, l'imaginaire. Et enfin, le symbolique. Réel, imaginaire, symbolique, évoqué dans un premier temps par l'un des fondateurs de la psychologie, Sigmund Freud, et repris par beaucoup d'autres, dont le psychanalyste Jacques Lacan. La représentation sociale est ainsi une manière de penser notre réalité quotidienne. Il y a évidemment une dimension psychique, une dimension personnelle, individuelle, à l'appartenance, au sentiment d'appartenance, et donc à l'identité et, partant, à la culture. Ainsi, la citoyenneté est à la fois faite de discours, logos, le discours, et de pratique, la praxis. La citoyenneté, qui est à la fois faite de discours et de pratique, semble concerner 5 éléments particuliers. Je vais me contenter pour vous, aujourd'hui, de les lister. 1. La citoyenneté concerne la capacité à gérer sa vie. 2. La citoyenneté concerne le militantisme, notamment dans les partis politiques, dans les syndicats ou tout simplement dans les associations. 3. La citoyenneté concerne les stratégies identitaires. 4. La citoyenneté concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Surtout depuis la démocratisation, une forme de démocratisation de l'usage des technologies de l'information et de la communication, les fameux TIC. Et enfin, la citoyenneté concerne tout simplement la capacité à être adulte. Mais qu'est-ce qu'être adulte ? 6 choses, 6 éléments, voire je pourrais en ajouter 2 autres. Donc 8 éléments, presque des dimensions, pourrait-on dire, du concept d'adultité.
peuvent être proposées ici. Petit a, qu'est-ce qu'être adulte? Eh bien, petit a, avoir intériorisé les interdits fondamentaux et les respecter. Et en même temps, un adulte doit non seulement avoir intériorisé les interdits fondamentaux et les respecter, mais aussi être capable de les transmettre. 2, petit b, faire valoir les limites à ce qui est admis et à ce qui ne l'est pas en société, dans la vie politique, dans la vie sociale. Et là, je renvoie, encore une fois, à la même étymologie du concept de citoyenneté et du concept de civilité, le fameux civis. Qu'est-ce qu'être adulte? C'est être responsable. Rappelez-vous, responsabilité, du latin respondero. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de ma parole. Être responsable, c'est avoir à rendre des comptes, avoir à rendre compte de cette responsabilité qui me structure et qui fait de moi un sujet citoyen. Assumer de surcroît la responsabilité et la conséquence de ces actes. Petit d, être adulte, c'est pour accéder au statut d'adulte, eh bien, il faut avoir été initié, l'initiation. On ne peut grandir, on ne peut jamais grandir sans initiation. Être adulte, c'est consentir à un certain sacrifice, renoncer aux prétentions exorbitantes. Être adulte, c'est faire l'apprentissage de limites, l'apprentissage de ses limites, l'apprentissage des limites. Petit f, puisque le petit d, c'était donc pour accéder au statut d'adulte, il faut avoir été initié. Petit e, consentir à un certain sacrifice. Petit f, être adulte, c'est se former en se transformant. Formation, transformation. 2 autres aspects, pour finir. Petit g, ou 7e élément, ou 7e dimension. Être adulte, c'est faire positivement l'expérience du conflit et respecter, ou plutôt, excusez-moi, accepter de s'engager. L'engagement, comme expression, comme expérience extrêmement positive, notamment l'engagement comme expression positive dans le conflit ou dans les conflits. Et enfin, être adulte, c'est être un modèle identificatoire. Revenons quelques instants sur les 2 concepts majeurs qui s'interpénètrent, qui interagissent, dont les dimensions sont interactives. Quand on définit le premier concept, celui de l'identité, on ne fait rien d'autre que de contribuer à la définition du second, celui de culture. L'identité renvoie à la culture renvoie, ou les dimensions de la culture renvoient aux dimensions de l'identité. Identité culturelle, culture identitaire. Grâce à ces dimensions, identité, culture,
Eh bien, nous avons la possibilité de mener des études comparatives, de faire des comparaisons. L'identité n'est pas seulement relative, mais relationnelle. L'identité désigne, elle exhibe, l'identité valorise, et l'identité aussi procède par discrimination. L'identité valorise ou discrimine. On peut donc rappeler, voire insister sur l'importance majeure d'un certain nombre de ce qu'on appelait d'événements en mai 1968 en France. L'importance d'un certain nombre de fractures culturelles dans le cadre d'un tournant idéologique. Ça concerne aussi bien l'identité nationale. On pense la France autrement. L'identité régionale, on pense la région autrement. L'identité sexuelle, à travers le sexisme, les mouvements de libération, les mouvements féministes, etc. Mais aussi un autre tournant idéologique, l'écologisme. Nous sommes passés de l'écologie scientifique à l'écologie politique à partir des années de la fin des années 1960, donc en mai 68, en France. Tournant idéologique dans la réalité sociale, mais tournant idéologique aussi dans les sciences, où l'on commence, à la fin des années 60, à remettre en cause, à remettre en question les excès d'une idéologie, de ce qui va être considéré progressivement comme une idéologie, les excès du scientisme. Bref, les trois dimensions de l'identité me semblent pouvoir être déclinées dans le cadre, là aussi, d'un triangle conceptuel. Culture, identité, stratégie. Stratégie individuelle ou collective, bien entendu. Alors, pour avancer dans la réflexion, il me semble devoir insister sur un certain nombre de points qui caractérisent le concept d'identité. Encore une fois, tout ce qui va être dit concernant l'évocation des définitions, des dimensions de l'identité participe en même temps, je dirais, à la définition de la culture. Alors, 6 éléments pour tenter d'utiliser à terme le concept d'identité comme un véritable outil, c'est-à-dire un outil d'analyse précis dans sa définition et clair dans ses dimensions. 6 dimensions, donc la première étant, bien entendu, la dualité dans le social. Dualité dans le social, c'est-à-dire qu'il faut penser en même temps l'individu et la société, l'individu et le groupe. En sociologie politique, on n'oppose jamais, on ne peut et on ne doit jamais opposer l'individuel et le social. Aucune distinction. L'individu, il est soit socialisé, ou, si l'on parle de la société, nous avons affaire à une société individuée. D'où le nécessaire dépassement de la fausse opposition entre l'approche psychologique et l'approche plus sociologique ou socio-anthropologique de l'identité. Deuxième élément, deuxième dimension, il s'agit maintenant d'évoquer un théorème, le théorème d'un philosophe, sociologue américain, d'origine américaine, Thomas.
Le théorème de Thomas, je me permets de vous le dicter. Donc, en ouvrant les guillemets, quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Fin des guillemets. Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences, écrivait Thomas. Pour montrer qu'il y a, pour comprendre l'identité, un modelage qui se réalise. Un modelage de l'individu qui se réalise à partir de l'image qu'en ont les autres et la définition qu'ils en donnent. Et cet aspect-là a été donc complété effectivement par Merton, autre sociologue américain. Donc, élément proposé dans sa théorie de la construction des identités individuelles et collectives. La théorie de Merton, qui complète le théorème de Thomas. Donc, ce deuxième point pourrait être synthétisé par l'idée que l'identité renvoie toujours, comme ça a été dit précédemment, à l'autre, l'altérité. Troisième élément, l'identité peut être acceptée, valorisée ou refusée. Elle peut être négative. Mais l'identité suppose toujours une intériorisation active. Et cette identité renvoie, encore une fois, à la sphère du travail et de l'emploi qui légitime cette identité. Identité qui s'inscrit dans un espace-temps générationnel. Je répète ce qui a été évoqué dans la première partie. L'identité n'est pas transmise, mais elle est construite par chaque génération. Ainsi, pour en arriver au concept central, l'un des concepts clés en sociologie politique et en sociologie tout court ou en anthropologie, le concept de culture, je voudrais insister sur le fait que la culture est très souvent associée, le mot culture est très souvent associé, notamment dans les langues étrangères, et en particulier allemande, en Allemagne, la culture est associée au terme, un autre terme, celui de civilisation. Kultur und Zivilisation, culture et civilisation, et ce dès le milieu du XVIIIe siècle. Eh bien, cette équivalence entre culture et civilisation renvoie à l'idée que la culture est englobante. Il y a par exemple la culture bretonne ou la culture indienne ou la culture aztèque ou la culture française. Cette culture peut renvoyer aussi bien à des réalisations artistiques, la culture française en peinture, par exemple, dans l'art. Elle peut renvoyer aussi bien à des réalisations artistiques qu'à une façon de vivre. D'autres sens du mot culture cherchent plutôt, au-delà de cet aspect un peu englobant, de manière d'être, de manière de vivre, et même de réalisation artistique, d'autres sens de la culture cherchent à poser de la différence, mais aussi de la hiérarchie. Il y aurait des gens, des personnes cultivées, c'est-à-dire à fort capital culturel, mais aussi capital économique, symbolique, capital social. Il y aurait d'un côté des personnes cultivées, et cela renverrait au terme de culture, au singulier, avec un grand C. La culture avec une majuscule. Et il y aurait les cultures, au pluriel, et avec un petit c.
les cultures de l'ethné. Ethné, le peuple. Ethné logos, discours sur le peuple, discours sur la culture des peuples, ethnologie. Manière de vivre, manière de sentir, manière de percevoir, etc. En fait, il s'agit d'une définition restreinte et même pour les cultures, restrictive. On utilise le terme de culture pour décrire des pratiques et des valeurs d'un groupe social dans la cité. Donc, évidemment, cela intéresse au plus haut point la sociologie politique. Il y a donc une définition restreinte de la culture et une définition beaucoup plus large, mais qui n'est pas contradictoire avec la première. Cette définition plus large, qui utilise le mot culture, aussi bien pour décrire les coutumes, les croyances, la langue, que les idées, les goûts esthétiques, artistiques et la connaissance technique. Il s'agit donc pour nous de repérer, d'analyser un rapport particulier, c'est le rapport nature, culture, technique. Les hommes cultivés utilisent des techniques pour tenter de maîtriser la nature. Nature, culture, technique. La culture renvoie ainsi à deux dimensions principales. La première, au rituel qui règle la vie communautaire, avec des cérémonies d'entrée dans un groupe, religion, secte, profession, groupe d'âge, etc. Cérémonie d'entrée dans un groupe identitaire. Et on sait ici l'importance des rites aussi de sortie, par exemple les rites funéraires. Les rites font passer de la nature à la culture. Deuxième dimension, au-delà des rituels, le corps. Le corps qui est l'une des conditions naturelles et en même temps le réceptacle de la culture. Comme disait bien avant Claude Lévi-Strauss, qui évoquait le cru, le bouilli et le grillé, comme disait Brillat-Savarin, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Il y a une dimension culturelle et identitaire à l'alimentation, évidemment, à travers les choix, les goûts, les interdits aussi, notamment les interdits fondamentaux dans certaines cultures, notamment culture religieuse, culte ou culture alimentaire. Le point qui va être un petit peu, je dirais, le point d'orgue de cet aspect, de cette partie, et je vous prie par avance de bien vouloir en excuser l'extrême conceptualisation, voilà, la dimension théorique, mais il s'agit là pour nous d'un enjeu de connaissance, à savoir de bâtir des bons outils d'analyse pour analyser, pour comprendre, interpréter sociologiquement les rapports sociaux, les liens dans une cité. Le point, ou plutôt sous-point, s'intitule « De la race à l'ethnie ». Si j'ai évoqué les principales dimensions de la culture, c'est précisément pour repartir dans les rapports sociaux à partir des représentations sociales. La race, qu'il s'agit de mettre entre guillemets, puisqu'il n'en existe qu'une en ce qui concerne les humains, même si les races d'animaux sont multiples et variées, la race
n'est pas un concept. En tout cas, ce n'est pas un concept scientifique pour qualifier l'identité des individus. Il n'y a pas d'identité raciale. Mais la race doit être considérée comme une catégorie, fabriquée bien sûr, une catégorie sociale. Et je voudrais insister sur l'idée que la race fonctionne d'abord comme une réalité symbolique, une réalité psychique, une réalité mentale. Lorsqu'un concept ne désigne aucun objet spécifique, le concept de nombre, par exemple, eh bien, lorsqu'un concept ne désigne aucun objet spécifique, sa désignation peut être sans ambiguïté. Il n'en est évidemment pas de même de ceux, des concepts, que l'on peut considérer comme des concepts flous, parce qu'ils renvoient à des réalités, à une réalité provoquant des réactions équivoques chez ceux qui y sont confrontés. La notion de race en est une illustration. Il paraît donc important d'en proposer une évaluation correcte afin d'échapper à la fois à la croyance d'un discours racial légitime et, en même temps, à l'illusion de ceux qui pensent, à l'illusion du pouvoir, de pouvoir éradiquer la chose nommée, en purifiant le lexique. Par exemple, en n'utilisant plus le concept de race, la notion de race, le mot de race, mais en utilisant le terme d'ethnie. Ces deux positions commettent l'erreur d'inscrire sur le seul terrain des sciences biologiques la discussion théorique concernant la race. En effet, nous avons ici affaire à l'une des idées reçues les plus enracinées dans nos catégories de pensée. Je l'ai dit et je le répète, la race fonctionne bel et bien comme une réalité symbolique. La race, écrivait Colette Guillaumin, n'est pas une donnée spontanée de la perception et de la connaissance. Une manière de quitter le terrain biologique pour emprunter celui du social. Ainsi, la race est-elle devenue, même si il faut absolument mettre des guillemets, la race, à ce mot, la race est devenue une notion très subjective qui permet, d'utiliser un terme collectif, ce qui évite la nécessité de décrire précisément la nature de la menace, et 2, la race est une notion qui permet de symboliser tous ceux qui mettent en danger le groupe précisément de celui qui parle, c'est-à-dire le groupe du locuteur. Le mot race se passe donc dans la société fort bien des légitimations scientistes. La race est une catégorie sociale d'exclusion. Et on pourrait presque dire catégorie sociale de meurtre. Cette catégorie suppose une conceptualisation du réel s'apparentant à une métaphysique qui est totalement opposée au rationalisme. En fait, le racisme n'a pu apparaître qu'en démocratie. Pourquoi ? Dans les démocraties modernes, par contraste avec toutes les communautés traditionnelles, on rencontre une conception égalitaire du lien social, rompant radicalement avec le principe hiérarchique structurant l'ensemble des sociétés antérieures. Comme disait Tocqueville, repris par l'historien François Furet, il faut entendre par démocratie non un État social, mais la perception égalitaire du rapport entre groupes ou communautés. On peut, pour essayer de comprendre ce phénomène, opposer idéologie holiste et l'idéologie individualiste.
Le concept d'idéologie renvoie ici à un ensemble social de représentations, d'idées et de valeurs communes dans une société. La première perspective valorise la totalité sociale, lui subordonne l'individu et sert de fondement aux sociétés hiérarchiques. La seconde, au contraire, la société dans l'idéologie individualiste, privilégie l'acteur au détriment du système et repose sur une base égalitariste. L'idéologie holiste renvoie aux polices, la cité, qui est déterminante. L'idéologie individualiste renvoie à Kiwis, l'individu qui est déterminant. Idéologie holiste et individualiste sont le plus souvent posées comme radicalement exclusives l'une de l'autre. Ce qui peut retenir notre attention, c'est la façon dont la société moderne, en France notamment, a essayé de gérer, entre guillemets, la transition entre ces deux univers antithétiques. Retenons ainsi que la déclaration de 1789 va consacrer le triomphe de l'individu et l'élever au rang de valeur suprême à l'instar de l'égalité et de la liberté. Désormais, les hommes ne sont plus les membres d'une totalité sociale, mais de simples éléments d'une société atomisée. Partons ainsi du diagnostic suivant. L'affirmation d'un individualisme s'accompagne de la résurgence de sociabilités communautaires et locales. Il n'y a donc pas d'anomie au sens de Durkheim, au sens de perte de normes. Mais, au contraire, on va laisser dans la société politique, dans la société démocratique, on va laisser la variété des comportements, la variété des valeurs, la variété des idées, des représentations et des cultures. On va laisser donc la variété s'épanouir. La question de l'ethnie est donc au cœur de la sociologie politique, au cœur de l'anthropologie politique. Un mot donc pour en rappeler la préhistoire de la notion d'ethnie. L'idée selon laquelle il existe une hiérarchie entre les sociétés, entre des sociétés occupant des positions voisines dans l'espace, n'est pas nouvelle. Les Grecs opposaient ainsi les ethnées, singulier ethnos, à la police, cité. L'ethnie contre l'État, contre la cité. L'ethnologie serait la science des peuples, apolitique. La science des peuples qui ne peuvent, ces peuples, être des sujets de leur histoire. Dans la tradition ecclésiastique, on appelle ethné les païens, par opposition aux chrétiens. Et là, je vous renvoie à la définition du dictionnaire, donc dans le Littré. En fait, le terme d'ethnie est maintenant repris en référence à une véritable problématique raciale. Le mot ethnie a été employé concurremment avec les termes de race, de nation et de civilisation, par le comte de Gobineau, dans son fameux essai sur l'inégalité des races humaines, qui date donc l'ouvrage de Georges Vacher de la Pouge, complétant cette idée. Donc l'essai sur l'inégalité des races humaines du comte de Gobineau, 1854. Et en 1896, Georges Vacher de la Pouge
a publié les sélections sociales. Eh bien, dans ces deux ouvrages, on se propose de distinguer, de séparer les populations homogènes racialement, considérées comme pures. Donc c'est le concept de pureté raciale. On se propose donc, Gobineau et Georges Vacher de la Pouge, se proposent de séparer les populations homogènes racialement et les populations hétérogènes ethniquement, qui renvoient bien entendu à l'impureté. Homogène, pureté, hétérogène, ethniquement impur. Avec Max Weber, qui va parler lui aussi de groupes ethniques, on aborde les questions de croyances subjectives, c'est-à-dire non pas d'identité, non pas d'appartenance, mais de sentiment d'appartenance. Un philosophe, Nicolas, ajoute la notion d'ensemble social relativement clos. Le groupe a un nom, le groupe a une langue, le groupe a des coutumes, le groupe a un passé, coutumes plus ou moins mythiques, bien entendu. L'exemple que nous pourrions prendre ici, à Rennes, bien entendu, se trouve dans les représentations sociales de la culture celtique ou de la culture bretonne, plus précisément en Bretagne. L'ethnicité est donc une attribution fondamentale de l'identité, à l'instar de la profession, du sexe, de l'âge. Les individus maintiennent et franchissent à la fois les limites ethniques et donc les limites ethniques, à savoir que l'ethnicité renvoie à l'idée que la culture est à la fois ouverte et fermée, peut être ouverte et fermée. Les individus maintiennent et franchissent à la fois les limites ethniques, car l'identité est bien une production dynamique. J'insiste sur cette idée. La culture est une production permanente et donc l'identité est une production dynamique permanente. Cette notion de limite ethnique ouvre la voie à une analyse des relations entre les ethnies, relations conçues comme des rapports de force entre la culture majoritaire et les cultures minoritaires, les relations interethniques et les minorités. Pour nous, l'ethnie est une création contemporaine, très contemporaine, qui date du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, et en particulier au cours du XXe siècle. L'ethnie est donc une création contemporaine liée à la colonisation, et les individus ont ainsi été regroupés dans une culture, et les individus ainsi regroupés ont la fiction, la croyance, la représentation d'une appartenance et même d'une descendance commune. Aujourd'hui, l'ethnicité tend à s'opposer au nationalisme. Le régionalisme en Europe est basé sur un retour aux sources ou un retour à l'authenticité, enraciné dans la réalité urbaine ou en projection citadine sur une société rurale totalement et purement imaginaire. Je voudrais maintenant conclure par un élément à la fois de synthèse, mais en même temps d'ouverture et de perspective intellectuelle, de perspective théorique. Après avoir évoqué la citoyenneté de la notion au concept approche ethnosociologique dans un premier point, et insister aujourd'hui sur le décor théorique et le schéma conceptuel centré, donc bien entendu, sur l'identité et la culture dans le champ de la sociologie politique, je voudrais revenir, pour conclure, donc, sur
justement le concept fil conducteur de notre analyse, celui de citoyenneté. Avec quand même, pour qu'il y ait un lien avec cette seconde partie, un rappel. Je dirais simplement, pour faire écho à l'actualité et écho à l'actualité, notamment médiatique, sociale et politique et idéologique, eh bien, je dirais simplement que le fondamentalisme ethnique s'apparente au racisme, c'est-à-dire à travers sa fermeture, la dimension de la fermeture, qui s'oppose évidemment à l'ouverture, et donc à la tolérance et à la fraternité dans les relations. Je dirais simplement donc que le fondamentalisme ethnique s'apparente au racisme, alors que l'ethnicité s'inscrit dans un débat communauté-société ou, concernant l'Europe, débat entre utopie communautaire et idéologie nationale. Gesellschaft, Gemeinschaft, écrivait Ferdinand Tönnies, où l'on retrouve aussi, au-delà de sa thèse, communauté et société, termes qui s'inscrivent dans le droit fil de la sociologie durkheimienne, avec des solidarités mécaniques et des solidarités organiques. Solidarité mécanique dans un type de société et solidarité organique dans un autre type de société. Donc nous avons affaire à des sociétés plus ou moins traditionnelles, des sociétés plus ou moins modernes. Idem, bien entendu, pour les termes de communauté et de société. Les liens communautaires, disait Max Weber, les liens sociétaires, reprenait-il, donc pour opposer les liens communautaires aux liens sociétaires dans la société moderne. Concernant l'Europe, il n'y a pas, me semble-t-il, de véritable controverse entre les partisans de l'Europe et les anti-Europe. Il y a par contre une controverse qui concerne, me semble-t-il, là encore, en tout cas par hypothèse, des partisans, d'une part, d'une véritable politique européenne, fédérale, donc l'Europe de la fédération, qui est un projet de territoire, qui est donc un projet, d'où le terme d'utopie, une utopie centrée sur le concept de communauté, de lien communautaire, utopie communautaire. Cette Europe de la fédération comme utopie s'oppose à l'Europe des nations. L'Europe des nations, eh bien, repose sur l'idée que la souveraineté ne peut être que nationale et non pas européenne. La légitimité est au cœur des nations ou des institutions européennes centrées sur cette approche idéologique. Une approche idéologique qui met au cœur de l'analyse l'État-nation, au détriment d'une véritable politique fédérative. Utopie communautaire d'un côté, idéologie nationale de l'autre. Ce clivage dépasse, et de loin, le clivage traditionnel en sociologie politique, dans la vie sociale en France, le clivage entre la gauche et la droite. Il y a donc à gauche des utopistes et des idéologues, et à droite des utopistes et des idéologues. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, d'éviter la confusion entre les idéologues de gauche et les idéologues de droite, les utopistes de gauche et les utopistes de droite. La révolution de 1789 a permis, je crois que c'est important de le souligner pour conclure donc, cet essai de sociologie politique à partir du cas français et donc État-nation fondateur de l'Union européenne. La révolution de 1789 a permis le triomphe de l'esprit centraliste des Jacobins sur les tendances fédéralistes des Girondins. Ils ont substitué aux provinces culturelles, un découpage totalement abstrait
au départ au moins, les départements, pour briser les particularismes locaux, afin de faciliter la pénétration de l'autorité étatique. L'école et le service militaire ont ainsi poursuivi la transformation, ou plutôt l'invention, des citoyens. On peut parler d'une véritable francisation qui s'est accomplie, et en mettant beaucoup de guillemets, d'un ethnocide consommé. L'État ne va reconnaître que des citoyens égaux, en tout cas égaux en principe, égaux en droit, égaux devant la loi. Bien entendu, j'utilise le terme d'ethnocide en y mettant des guillemets. L'ethnocide, c'est la suppression des différences culturelles jugées inférieures ou mauvaises. L'État se veut et se proclame le centre de la société, voire le tout du corps social, à partir de la Révolution française, donc à l'issue du siècle finissant, dit des Lumières. L'État va donc reconnaître des citoyens égaux, et je pense que, dans une conclusion, un des éléments à rappeler, c'est que l'État, à l'instar des institutions étatiques, l'école par exemple, considère les citoyens comme égaux en droit, même si, malheureusement, encore une fois, ils sont inégaux dans les faits, dans la réalité des rapports sociaux et de la vie. Globalement, la citoyenneté désigne donc une forme d'identité, une forme d'identité culturelle ou de culture identitaire qui se rapporte à la dimension purement politique. Et là, je vous renvoie à l'une des dimensions fondamentales des faits sociaux, du fait social, économique, politique, technique et culturel, et donc l'identité dont il s'agit en ce qui concerne la citoyenneté se rapporte à la dimension politique de la vie sociale, de la vie en société. La citoyenneté, c'est donc une idée abstraite. La citoyenneté, ça n'existe pas. C'est un concept. C'est une idée abstraite qui se veut universelle, qui établit entre tous un principe d'équivalence, égalité, principe d'équivalence au niveau de l'appartenance politique. Et ce, sans tenir compte, des autres dimensions qui nous régissent. L'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, etc., et même l'ethnie à travers l'identité territoriale. La démocratie, démos, le peuple, kratos, le pouvoir, pour et par le peuple, implique donc que le citoyen, le fameux kiwis, participe à l'élaboration des règles sociales, à l'élaboration des lois. Il doit s'impliquer, mais il existe d'autres moyens. Donc, au-delà de l'implication, il y a aussi la représentation ou la consultation. La loi qu'il met en place s'adresse à lui. Le citoyen met en place une loi qui s'adresse à lui-même aussi. Et il peut exiger que la loi qu'il a mise en place, eh bien, il exige qu'elle s'adresse aussi aux autres. Il y a donc, dans la citoyenneté, deux dimensions au cœur de la vie sociale, au cœur du politique, en démocratie. La citoyenneté renvoie à l'idée donc de droit, mais aussi d'obligation, c'est-à-dire de devoir. La citoyenneté suppose encore un intérêt qui est subjectivement commun à tous,
et renvoie donc au souci, au principal souci dans la vie sociale, celui de l'intérêt général. Ainsi, la citoyenneté se traduit par un dépassement des intérêts particuliers, un dépassement des rapports de force. De ce point de vue, la majorité confère donc une légitimité. Mais l'idéal démocratique demanderait de faire en sorte d'écouter et même parfois de valoriser, le cas échéant, les positions plus minoritaires. La citoyenneté est en quelque sorte une identité qui s'acquiert. Elle n'est jamais donnée à la naissance. Et la loi ne suffit jamais à la conférer. Je veux dire par là que la citoyenneté doit être associée à une autre notion, l'éducation. Comment se soucier du bien commun? Une vertu, ou plutôt une aptitude, qui correspond, me semble-t-il, à deux éléments. Premièrement, la compétence au-dessus de nos intérêts immédiats, pour penser au niveau de la collectivité toute entière. Ainsi, on peut imaginer un retour de l'éducation civique, un retour à l'éducation civique, et ce, dès le plus jeune âge, au collège notamment. Retour de l'éducation civique qui n'est pas une idée si désuète que cela, en tout cas en y repensant et en la repensant. Deuxième élément, le développement de la participation à tous les niveaux de la vie sociale. Le développement de la participation de tous, la participation de toutes, dans une société démocratique, la participation peut ainsi favoriser un état d'esprit qui met en avant, susceptible de mettre en avant l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers ou corporatistes. Mais peut-on envisager une citoyenneté sans la satisfaction de conditions préalables? Le travail, un revenu, et même pour les jeunes, le succès scolaire, etc. Ainsi, en conclusion, je rappellerai simplement que la citoyenneté renvoie à 5 éléments. Premièrement, l'identité sociale et le langage, l'importance des mots, le poids des mots, le poids de la taxinomie, de la nomination, dans la construction d'une identité collective. Deuxièmement, qui dit citoyenneté dit territoire. L'État-nation, pour l'instant, est le seul niveau considéré comme légitime dans la fabrication de la citoyenneté. Pour l'instant, être breton ou être européen reste des utopies. Alors que seul le repli sous le parapluie national est envisagé, en particulier par des personnes démunies, des personnes dans une situation précaire, en état, par exemple, d'exclusion sociale ou de pauvreté. Identité sociale et langage. 2, identité et citoyenneté au niveau du territorial. 3, la citoyenneté ne peut pas ne pas être à la fois un projet individuel et collectif. 4, la citoyenneté, c'est la maîtrise, impose la maîtrise des moyens de communication et la participation
au dialogue. Et 5, enfin, la citoyenneté renvoie à l'exercice de la responsabilité et à la capacité d'initiative des individus et des acteurs. L'hypothèse, enfin, que je voudrais formuler pour conclure cette conclusion, l'hypothèse que je formule est donc la suivante. C'est la domination de l'économie, la domination de l'économique dans notre société, la domination de l'esprit du capitalisme, pour reprendre le mot de Max Weber. C'est cette domination de l'économique dans notre société qui rend difficile la fabrication et ou l'accès à la citoyenneté. Je vous remercie.